en vouloir répondre à ma famille, j'ai arrêté la vidéo. Donc, c'est pas grave, on continue sur ce truc. Alors, les uns voient... Attends, je vais juste prendre de l'eau parce que je vais crever là. Oh. Au moins, c'est clair. Cette vidéo, elle n'est pas éditée. Elle va pas être éditée. J'ai la flemme. Et peut-être que vous allez irez pas tout regarder, mais c'est pas grave, puisqu'au moins elle sera là. Si un jour j'ai envie de regarder, et bah je la regarderai. Et si toi t'as envie de faire la même chose, bah tu pourras faire ça aussi. Ou pas. Alors, les uns voient la liberté comme une simple option sur le marché de l'existence. Les autres la considèrent comme l'unique valeur capable d'irriguer toutes les autres, pour leur donner sens. Et en cela, elle est sacrée. Nous autres, qui écrivons ce livre, sommes dans ce cas-là. Okay. De ceux qui considèrent que vivre en liberté vaut la peine de prendre tous les risques, que la sécurité n'est acceptable qu'à condition de ne pas abîmer nos vies en nous ligotant chaque jour davantage dans nos projets, nos rêves, nos actions. Sinon quoi? Vivre arabe au rabais? Passer son temps à étouffer pour rien au monde. Nous pensons même qu'il est bon, hier comme aujourd'hui, d'affirmer que la liberté vaut la peine d'être défendue au péril de sa vie. La crise du coronavirus a mis ce combat en lumière jusqu'à la caricature. Privés par des raisons de sécurité, des libertés fondamentales que nous croyons intouchables, nous avons pu mesurer les enjeux vertigineux qui nous attendent. Un grand désarroi s'est installé. À cet égard, le surgissement du masque de notre quotidien a été l'un des emblèmes les plus marquants de cette période, comme une image sinistre du monde à venir si nous le laissons aller de lui-même. Les uns vivaient ce masque comme un écran protecteur, les autres comme une muselière. Dans le pugilat qui se livre sécurité et liberté, les gens de notre espèce ont été relégués à la catégorie poids-plume. En face, il n'y a que des poids lourds, chaque jour plus nombreux, inexorablement et au fur et à mesure que s'érode en Occident la volonté de vivre libre. Notre camp est celui des minoritaires, des solidaires, des opposants. Il sera demain celui des stipendiés et des dissidents. Après-demain, celui qu'on accusera de mettre le mode en danger. Bon, moi, ma vie, elle est assez positive. Je pense pas, mais bon, je suis en train de lire le livre. Enfin, c'est pas que du positif, mais genre, c'est pas la mort comme l'explique ce truc, ça. Et je pense qu'il y a plusieurs gens qui sont comme ça. Enfin, faut voir la bonté des choses aussi. C'est un peu intense, là. Enfin, il y a des endroits là où ça se passe pas bien, mais je pense que c'est bien quand on peut essayer de voir la bonne part des choses. Alors, on est où? Ouais, ok. Et toujours, on le moquera, faute d'arguments exaltants à lui opposer, puisque dans le camp de la sécurité, on prit les quartiers, l'esprit comptable et l'utilitarisme, tant que la transcendance et le romanesque, autrement plus réjouissant, vivent depuis toujours dans le camp de la liberté. Il nous faudra résister au quolibet en répétant que la sécurité endort les hommes, quand la liberté les tient éveillés. Que la première, un sporifique, la seconde, un stimulant. Et il nous faudra sans doute forcer le train en proclamant « Vivre en liberté, c'est accepter le risque de s'exposer. Vivre en sécurité, c'est de choisir de toujours se protéger. » En soi, cette phrase elle est assez nette pour une fois, ce qui n'est pas commun dans ces 20 dernières pages qu'on a lues. Donc c'est cool d'avoir un peu une touche de simplicité. Alors, ainsi donc, le camp de la liberté est aujourd'hui celui des dernières sentinelles. Il fut jadis celui des avant-gardes, quand la liberté appartenait au champ des conquêtes rêvées et encore non accomplies,
lorsque la liberté n'était pas offerte par l'avance à la naissance. Cependant, il faut se faire une fierté d'appartenir à ce camp, chaque jour un peu plus déserté. Il est celui d'un dernier honneur, l'honneur pour soi. Il oblige à cheminer sur les hauteurs où souffle un air plus pur, ce qui participe au bonheur. Il comptera à demeurer sans cesse aux aguets, sur le qui-vive, sur la brèche, ce qui l'aiguise l'appétit pour le champ de vie. Il oblige au combat, ce qui sauve notre dignité. Bon, ça commence à devenir un peu chaud de lire ce truc. Mais c'est pas grave, on va continuer parce que pas tous les jours qu'on lit des trucs comme ça. Alors, pour toutes ces raisons, il faut appeler au rassemblement des futurs dissidents avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'arbitre du match ne lève le bras du vainqueur et on devine lequel. En Chine, ce sera bientôt fait. Le rêve d'une liberté jamais trouvée s'est évanoui à main d'une improbable, mais toujours possible révolte de masse. Enfin, je pense que ça ne va pas se passer, mais bon, c'est pas grave. La sécurité absolue, volume par cet état totalitaire, sera bientôt parachevée. Je sais pas ce que ça veut dire. Résolu à domestiquer les esprits par un contrôle social sans limite, appelé à devenir un contrôle total des individus, la Chine est la hantise des hommes libres. L'exemple même de ce qui arriverait si le camp de la liberté était écrasé par celui de la sécurité. Elle est l'aboutissement possible du nihilisme contemporain. L'humanité transformée en une gigantesque termitière, où l'on proclamera que le termite est heureux. Dante n'avait rien vu. Mais en Ukraine, on résiste. Pour demeurer libre, des milliers d'hommes risquent chaque jour leur vie. Au Kurdistan, en Iran, on meurt aussi en masse pour la liberté. Les femmes les premières, car toujours devant, et elles se soucient davantage de leur liberté que de leur sécurité. C'est dans des pays hors d'un Occident, fait de peuples effrayés dirigés par des gens effrayés, qu'existent des lueurs d'espoir. Il nous faudrait devenir Ukrainiens, Kurdes et Iraniens. Ce combat de titans entre sécurité et liberté a commencé à l'aube de l'humanité. Chacun sait cela. Chacun sait même que les deux termes interagissent depuis toujours comme des vases communicants. Cette évidence est toujours en vigueur, presque comme un lieu commun. Plus une société assure de sécurité à ses membres, plus elle est leur hôte de liberté et inversement. Ce que l'on veut moins voir, c'est que l'extension du champ de la sécurité est par essence sans limite, alors que celui de la liberté, quand il est aux mains d'hommes libres, se trouve sans cesse mesuré et canalisé pour demeurer tel qu'en lui-même. La partie est inégale. L'un des boxeurs lutte un bras attaché dans le dos. Mais ce livre n'est pas une analyse de cet éternel combat de la sécurité contre la liberté. Il est un cri et un appel, cela suffit. Car la sombre bataille qui se livre aujourd'hui, les deux principales aspirations de l'humanité s'appréhendent d'abord existentiellement et même viscéralement. Pour les tenants de la liberté, avant toute chose, elle est la mère de toutes les batailles, dont la compréhension intime est avant tout intuitive. Quant au sentiment des dangers qui menacent les hommes libres en cas de défaite, il est animal et instinctif. Ce combat n'a nul besoin de théorie, seulement de volonté, de courage et de générosité. La foule prenait la Bastille en 1789, se fichait éperdument de théorie. Elle risquait le tout pour tout afin accéder à ce qui lui avait toujours été refusé. Et au cours de l'histoire, bien des peuples opprimés ont crié la liberté ou la mort, sans se soucier de la manière dont ils devaient présenter la chose intellectuellement. Tout ce qui a été dit dans les dernières pages, je suis d'accord. Aujourd'hui, alors que chacun sent bien que nous n'avons jamais été autant prisonniers du monde que nous avons créé, de l'univers formaté dans lequel nous sommes enfermés, qui s'en soucie au point de se révolter.
Aujourd'hui, alors que chacun sent bien que nous n'avons jamais été autant prisonniers du monde que nous avons créé, de l'univers formaté dans lequel nous nous sommes enfermés, qui s'en soucie au point de se révolter? Les cages aux barreaux dorés peuvent se révéler bien douces. De fait, la résignation semble se propager partout, le renoncement devenir une forme de vie comme une autre, et la capitulation une perspective sans honte. Tombés amoureux de la sécurité, nous nous prosternons devant ce veau d'or de la modernité. D'une certaine manière, les marchands sont dans le temple, puisque le seul combat qui vaille est désormais celui pour la liberté de consommer, et ce consumérisme délétère qui mine nos volontés. Conclusion provisoire. Le signe principal du déclin d'une civilisation ne se trouve nullement là où on le prétend d'habitude. Il commence le jour où cette civilisation perd son amour pour la liberté et tergiverse sur sa définition pour mieux la trahir. Le reste est sans importance. Ok, on a encore 5 pages. Je vais prendre un peu d'eau parce que je suis un peu en train. Alors, une définition de la liberté. Donc, Une définition de la liberté. Donc, avant d'aller plus loin. En la matière, ce qu'il y a de mieux à faire est d'aller la demander à un homme derrière des barreaux. On imagine par avance la réponse, retourner à l'air libre. Réponse triviale. Sans doute. Mais elle évite de s'enfermer dans les concepts et de ratiociner à la longueur des pages tandis que Rome brûle. Disons tout de même que la liberté est à minima la possibilité d'agir et de penser par soi-même. Ajoutons qu'elle est le premier des droits et, d'une certaine manière, le seul air digne d'être respiré. Hélas, même ainsi, vivre libre aujourd'hui confine à l'exploit. C'est un défi qui doit être relevé chaque jour tout en acceptant d'en payer un prix de plus en plus élevé. Demain, pourra-t-on encore rêver de choisir sa vie pour en être propriétaire? Les bornes mises à toute action humaine par les impératifs de sécurité se multiplient, le filet se resserre, bientôt nous étoufferons. Un peu comme moi là. Ok. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la liberté est-elle devenue ce qui présente le plus de risques à acquérir dans le vaste marché des valeurs qui font qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Pourquoi le principe spirituel qui surplombe tous les autres, en stipulant qu'il n'est rien au-dessus de la liberté en général et des libertés individuelles en particulier, pas même la sécurité et encore moins la servitude, cela va de soi. Est-il tombé de son piédestal alors qu'il n'appartient ni au passé, ni au présent, ni au futur, mais à ces 3 temps intimement liés? La tendance humaine à la servitude volontaire aurait-elle pris le pas sur tout le reste? Comment comprendre ce qui nous arrive avant que sonne le glas? Nous n'avons que 2 pistes à proposer comme évidence. La première, si la liberté nous semble un poids trop lourd à porter, c'est sans doute parce que nous habitons la part protégée du monde et que le tragique de l'histoire nous a été épargné depuis quelques 80 ans. Nous nous sommes endormis dans ce confort. Conclusion. Vivre en paix est le meilleur destin que l'on puisse espérer pour un peuple à condition qu'il reste éveillé. En la matière, le relativisme des valeurs participe à notre torpeur. C'est notre somnifère préféré, celui qui nous chuchote sournoisement liberté ou sécurité. L'un vaut bien l'autre, après tout. Il va falloir nous réveiller et retrouver le goût du risque. Seconde piste. Nos générations se sont vues léguer une liberté conquise par d'autres que nous, nos ancêtres. Et nous n'avons jamais eu à en payer le prix élevé, comme aujourd'hui les Ukrainiens, les Kurdes, les Iraniens et bien d'autres peuples. En vérité, nous n'avons même rien eu à payer du tout. Et dans la mesure où nos sociétés jugent
que ce qui ne coûte rien vaut peu, pourquoi s'étonner que la liberté ait été laissée sur le bas-côté des routes de notre existence? Il n'y a plus qu'à appeler à un sursaut de lucidité. Ces qualités humaines en perdition dans un monde qui ressemble de plus en plus à un vaste asile d'aliénés. Honnêtement, ça commence à être pas mal. Et maintenant ceci, d'encore plus important. Quelle menace plane en ce moment même sur la liberté? Par-delà celle qu'impose le Dieu de sécurité. Le Dieu sécurité. On recommence à se perdre. Alors, d'un point de vue extérieur, rien que de classique. L'histoire demeure un vaste bain de sang. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires. Ouais, c'est pas tellement vrai ça. On va juste sauter cette phrase. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va aller lire. Bon, Erdogan, c'est pas vraiment. Je comprends là-dessus, genre. Mais avant, c'était pas comme ça. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires, de la Turquie à la Chine, se réarment massivement tandis que nous tergiversons sur la façon de nous défendre. Comme il n'est guère d'exemple dans l'histoire de l'humanité, où de tels stocks d'armes n'est pas fini par servir. Il va falloir se réveiller là aussi. La guerre en Ukraine doit nous servir d'avertissement. Pour un peu, il faut crier comme autrefois « aux armes, citoyens !» afin de redevenir des proies trop difficiles à digérer pour être attaquées. Ainsi, et ainsi seulement, nous connaîtrons encore la paix pour continuer à vivre à peu près libres. On dira que les efforts de nos budgets militaires, consentis depuis la guerre en Ukraine, renversent la tendance. C'est largement insuffisant au regard des défis à venir. D'autre part, le crime mondialisé, qui a remplacé l'ancien crime organisé, ne cesse de s'étendre. Rares sont ceux qui s'aventurent à analyser ce bouleversement. Mais pour ceux qui veulent bien voir, l'expansion de ces nouvelles formes d'organisation criminelle met les démocraties de bien des pays dans un état de mort cérébrale. Les régions de la planète où l'on peut encore circuler librement se restreignent drastiquement au point que l'on peut parler d'un véritable rétrécissement du monde. D'un point de vue intérieur, les menaces contre la liberté sont telles, proprement nouvelles, toutes dues à une modernité que nous devons prendre le risque de critiquer sans la crainte d'être taxés passéisme. Les plus lucides ont déjà fait la liste de ces menaces. Contentons-nous de citer deux d'entre elles. La religion technologique tout d'abord, puisqu'on nous impose de la vénérer comme une fin en soi. Elle nous dicte d'abdiquer tout esprit critique en nous enfermant dans l'étrange équation qui stipule que tout ce qui est nouveau est par essence supérieur à ce qui le précédait. Honnêtement, ça c'est la télécoque, ça c'est bien. En termes de liberté, on se demande pourtant où vont nous mener le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la robotisation de nos vies, les algorithmes qui nous déstabilisent nos modes de pensée, et la société de surveillance généralisée dans laquelle on nous embastille déjà. Soit dit, en passant, chaque caméra de vidéosécurité pistant nos vies est un clou dans le cercueil de la liberté. Quant à l'esprit de la Silicon Valley qui, à travers les GAFAM, domine de plus en plus nos vies quotidiennes, il parchève le tout. Son refus de toute limite à sa volonté démiurgique de corriger l'ordre imparfait de la nature pour produire en humanité, sans défaut, pourrait bien conduire aux enfers. À quand le démantèlement politique de ces géants qui veulent éradiquer toute vie privée? Le terrorisme islamique ensuite, qui s'emploie à interdire toute pensée contraire à son idéologie. Salman Rushdie en sait quelque chose. Ce qui sépare la civilisation de la barbarie est la règle des rangs, enjoignant aux hommes civilisés et aux femmes, on va dire, de répondre aux mots par des mots, alors que les barbares le font par les armes. La libre expression de la pensée ne peut que s'amenuiser quand l'épée menace la plume. On pourrait bien appeler cela une autre forme de rétrécissement du monde.
Ce sombre tableau se montre peu réjouissant pour le maintien des libertés à venir, mais il fallait être lucide pour accepter l'état des lieux tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Refuser le déni de ce qui nous révulse, Le contraire eût été un crime contre la liberté, si ce n'est contre l'intelligence. Mais comme de toute façon la volonté de défendre la liberté est le meilleur moyen de retrouver l'optimisme ardent du combat, rien n'est perdu, loin de là. En décidant de n'avoir d'autre propos que la lutte, nous avons une chance raisonnable de vaincre et de continuer à vivre en liberté. Fonction première du progrès humain. Bon, c'est bon, on est arrivé au chapitre 3, ça fait 20 minutes, donc 30 minutes de lecture totale. C'était marrant. Si je vous avais pas lu ce passage, j'aurais probablement pas lu ce truc. Donc, ouais, peut-être je vais continuer ça demain, je verrai. Et merci d'avoir écouté, enfin je doute que beaucoup de gens soient restés, perso. Moi je serais pas resté, mais on s'en fout.